Certaines personnes naissent dans une famille, une maison, un nom, des parents qui les attendent déjà. Mais d'autres n'ont jamais vraiment eu ça. Pas de foyer où revenir, pas de place évidente dans ce monde. Alors ils apprennent quelque chose d'étrange. Ils apprennent à vivre seuls. Et puis un jour, parfois par hasard, parfois par nécessité, ces mêmes personnes commencent à rencontrer d'autres gens. Des étrangers, des alliés, des amis improbables. Et sans vraiment s'en rendre compte, ils commencent à construire quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Une nouvelle famille. Pas celle que l'on reçoit, celle qu'on choisit. Et parfois, celle que l'on choisit finit par devenir la seule qui compte vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un webtoon assez étrange. Une histoire d'ingénieurs fatigués, de nobles ruinés, de projets impossibles, et surtout d'un homme qui pensait pouvoir vivre sans personne. Mais qui va découvrir malgré lui que les liens que l'on construit peuvent finir par définir qui l'on devient. Voici l'histoire de Greatest Estate Developer. Avant de comprendre l'histoire de Lloyd Frontera, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vit. Parce que ce monde n'est pas simplement un décor pour une aventure. C'est un système ancien, rigide et surtout profondément humain. Dans cet univers, la société repose sur une idée très simple. Tout le monde naît à une place précise. Certains naissent paysans, d'autres marchands, certains deviennent soldats, et quelques rares individus naissent nobles. À première vue, cela peut sembler être un privilège. Un titre, des terres, une maison immense, des serviteurs, une position respectée. Mais dans un monde gouverné par l'héritage, ce privilège vient avec un prix. Parce qu'un nom de noble n'est jamais seulement un nom, c'est une responsabilité. Une promesse faite par des générations dans le passé, et que les générations futures doivent maintenant maintenir. Quand un enfant naît dans une famille noble, il n'hérite pas seulement d'un domaine. Il hérite d'une histoire, des succès, des victoires, mais aussi des erreurs, des dettes, des guerres, et peu importe qui il est réellement, ce nouvel héritier devra porter tout cela sur ses épaules. Et dans ce monde, la famille est plus qu'un simple lien de sang. C'est une institution, une structure sociale, un pilier qui détermine la valeur d'un individu. Ton nom définit qui tu es. Ta maison définit ta réputation. Et ta famille détermine la place que tu occuperas dans la société. Mais comme tous les systèmes basés sur la tradition, celui-ci n'est pas parfait. Parce que les familles ne sont pas éternelles. Les empires tombent, les fortunes disparaissent, et parfois, une maison autrefois respectée commence lentement à se fissurer. Au début, les signes sont presque invisibles. Quelques mauvaises récoltes, un commerce qui échoue, une guerre coûteuse, puis les dettes arrivent. Les alliances se brisent, les terres se vendent, et lentement, une grande famille commence à perdre ce qui faisait sa puissance. Son influence, son argent, son prestige. Mais dans un monde obsédé par les apparences, le titre, lui, reste. Et c'est ainsi que certaines maisons nobles continuent d'exister, même lorsqu'elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Elles possèdent encore un nom, encore un blason, encore un héritier. Mais derrière les murs de leur domaine, la réalité est beaucoup plus fragile. Et c'est exactement la situation de la famille Frontera, qui était autrefois respectable, autrefois stable, mais aujourd'hui, dangereusement proche de l'effondrement. Leur domaine souffre, les finances sont catastrophiques, et leur réputation commence à se détériorer. Dans une société où l'honneur et la réputation sont essentiels, c'est un problème énorme, parce qu'une maison noble ne peut survivre que si les autres croient encore en elle. Si les marchands refusent de prêter de l'argent, si les alliés commencent à s'éloigner, si les voisins voient une opportunité de prendre ceux qui restent, alors la chute devient presque inévitable. Et au cœur de cette situation fragile se trouve une personne, l'héritier de la famille. L'homme censé sauver ce domaine. Le futur chef de la maison Frontera. Son nom, Lloyd Frontera. Mais contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un héritier noble, Lloyd n'est pas exactement un modèle de responsabilité. Il est connu pour être paresseux, arrogant et, en plus de ça, irresponsable. Quelqu'un qui préfère boire et se divertir, plutôt que de s'occuper des problèmes de sa famille. Aux yeux de beaucoup de gens dans ce monde, Lloyd Frontera n'est pas l'espoir de sa maison. Il est la preuve que cette famille est condamnée. Parce que dans un système basé sur l'héritage, tout repose sur l'héritier. S'il est compétent, la famille prospère. Mais s'il est incapable, la famille tombe. Et dans le cas des Frontera,
Tout le monde semble avoir déjà choisi la deuxième option, parce que personne dans ce monde ne peut imaginer que Lloyd Frontera n'est plus vraiment Lloyd Frontera. Parce qu'à l'intérieur de son corps se trouve maintenant quelqu'un d'autre, un homme venu d'un monde complètement différent. Un monde sans noblesse, sans titre, sans héritage. Un monde où la valeur d'une personne ne dépend pas de sa famille, mais de ce qu'elle est vraiment capable de construire. Et cet homme va bientôt utiliser une chose que ce monde ne comprend pas encore vraiment. La logique, l'ingénierie et la capacité de transformer un problème en solution. Mais avant de devenir Lloyd Frontera, cet homme avait une autre vie, un autre nom, une autre histoire, beaucoup plus solitaire. Bien avant de devenir Lloyd Frontera, avant les nobles, avant les châteaux, avant la magie, il y avait simplement un homme, un étudiant ordinaire qui vivait dans notre monde. Son nom était Suho Kim. Il n'était pas un héros, il n'était pas un génie reconnu. Il n'avait certainement pas une vie facile. Kim était né à Séoul, dans une famille modeste, pas particulièrement riche, pas particulièrement influente, une famille normale, avec des rêves simples. Mais parfois, la normalité ne dure pas. Très tôt dans sa vie, Suho a perdu ses parents. Et avec eux, disparaît la seule structure stable qu'il connaissait. Du jour au lendemain, le monde devient beaucoup plus froid. Parce que lorsqu'on est jeune, perdre sa famille ne signifie pas seulement perdre des personnes. On perd aussi quelque chose d'invisible. Un endroit où revenir. Un endroit où se sentir en sécurité. Et quand cet endroit disparaît, on doit apprendre à survivre autrement. Suho grandit donc avec une idée simple gravée dans son esprit, que personne ne pourra venir le sauver. Personne ne pourra résoudre ses problèmes. Et si quelque chose doit changer dans sa vie, ce sera uniquement grâce à lui. Alors il étudie, beaucoup plus que les autres. Parce que pour lui, l'éducation n'est pas seulement un projet, c'est une nécessité, une échappatoire, un moyen de sortir de la pauvreté. Finalement, ses efforts portent leurs fruits. Il réussit les examens d'entrée à l'université, il obtient une bourse pour étudier une discipline très particulière, le génie civil, l'art de la construction, routes, ponts, bâtiments, tout ce qui permet à une société de tenir debout. C'est un choix intéressant. Parce que d'une certaine manière, Suho ne choisit pas simplement un métier. Il choisit d'apprendre à construire, à créer quelque chose de solide dans un monde qui, pour lui, a toujours été instable. Mais même avec une bourse, la réalité reste difficile. La vie étudiante coûte cher, le logement coûte cher, la nourriture coûte cher. Et Suho n'a personne pour aider. Alors il travaille encore et encore. Petit boulot, travaille sur des chantiers, travaille de nuit, parfois jusqu'à l'épuisement. Les semaines passent, les mois passent, et son corps commence à montrer des signes de cette fatigue constante. Il souffre de saignements de nez fréquents, de nuits presque blanches, et d'un stress permanent. Mais malgré tout, il continue, parce qu'abandonner n'est tout simplement pas une option. Dans cet environnement, les relations humaines deviennent compliquées. Les autres étudiants le regardent souvent de loin. Certains se moquent, d'autres l'ignorent complètement, et Suho comprend rapidement une chose. Dans un monde compétitif, la gentillesse n'est pas toujours gratuite. Parfois, les gens s'approchent de vous uniquement parce qu'ils peuvent y gagner quelque chose. Et cette idée commence lentement à changer sa manière de voir les relations. Il développe une forme de distance émotionnelle, une méfiance silencieuse. Pas parce qu'il déteste les autres, mais parce qu'il a appris à ne pas attendre trop d'eux. Pour Suho, les relations deviennent presque transactionnelles. Un échange, un équilibre. Donner quelque chose, recevoir quelque chose. Rien de plus. Et pourtant, au fond de lui, il reste une part de fragilité. Une part qui regrette certaines choses, comme le fait de ne pas avoir pu aider ses parents quand ils étaient encore en vie, ou le fait de ne pas avoir passé plus de temps avec son chien avant qu'il ne disparaisse lui aussi. Ces regrets ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent silencieux, mais présents. Une preuve que malgré tout, Suho n'a jamais complètement cessé de vouloir appartenir quelque part. Un soir, après une journée de travail particulièrement longue, Suho rentre dans sa petite chambre, fatigué, épuisé, presque vide. Comme souvent, il lit un roman, une histoire de fantaisie, un monde rempli de magie, des nobles, des chevaliers, un monde pour le coup très différent du sien. Dans cette histoire, il existe un personnage secondaire, un noble paresseux, un héritier irresponsable, un homme destiné à mourir jeune après avoir détruit la réputation de sa propre famille. Son nom, c'est Lloyd Frontera. Pour Suho, ce personnage n'est qu'un détail de l'histoire, un rôle mineur, un destin déjà écrit. Alors il continue de lire, jusqu'à la dernière page.
Puis il s'endort. Et lorsqu'il ouvre les yeux à nouveau, le monde autour de lui n'est plus le même. Les murs de sa petite chambre ont disparu. La ville a disparu. La Corée du Sud a disparu. À la place, il se retrouve dans le corps d'un homme qu'il connaît déjà. Un homme qu'il vient de lire dans un livre. L'héritier d'une famille noble ruinée. Lloyd Frontera. Lorsque Suho Kim ouvre les yeux dans ce nouveau monde, la première chose qu'il comprend, c'est que la situation est bien pire qu'il ne l'imaginait. Parce que le corps dans lequel il se trouve appartient à quelqu'un qu'il connaît déjà. Un personnage qu'il a vu dans le roman qu'il lisait la veille. Un personnage secondaire. Un personnage insignifiant. Mais surtout, un personnage condamné. Cet homme s'appelle Lloyd Frontera. Et dans l'histoire originale du roman, Lloyd n'est pas un héros du tout. Il n'est pas un grand stratège, ni un chevalier courageux. Au contraire. Il est connu pour être exactement l'inverse de ce qu'un héritier noble devrait être. Arrogant, paresseux, impulsif, un homme qui passe plus de temps à boire et à provoquer des problèmes qu'à s'occuper de la terre dont il est censé hériter. Et dans un monde où les familles nobles reposent entièrement sur leur héritier, ce genre de comportement est catastrophique. Parce qu'un héritier n'est pas seulement un fils, il est la promesse d'un avenir. Celui qui doit protéger les terres, maintenir la richesse et préserver l'honneur de sa maison. Mais Lloyd Frontera semble n'avoir jamais compris cette responsabilité. Dans le roman que Suho lisait, son destin était déjà écrit. La famille Frontera coule de ses dettes. Le domaine tombe lentement en ruine. Et Lloyd, incapable de redresser la situation, accélère lui-même la chute de sa propre maison. Dans l'histoire originale, la conclusion est tragique. La famille Frontera perd tout. Le domaine disparaît. Et Lloyd lui-même finit par mourir prématurément, après avoir détruit la réputation de sa propre famille. Un destin pathétique, presque oublié par le reste de l'histoire. Mais ce qui rend cette situation encore plus tragique, c'est que la famille Frontera n'est pas une famille mauvaise, bien au contraire, car les parents de Lloyd sont connus pour être des gens honnêtes et bienveillants. Son père est un homme doux, quelqu'un qui se soucie profondément de sa famille, et du bien-être de ceux qui vivent sur ces terres. Sa mère est une femme chaleureuse, protectrice, attachée à ses enfants. Ce ne sont pas des tyrans, ni des nobles cruels. Simplement des gens ordinaires, pris dans un système impitoyable. Et ce système ne pardonne pas les erreurs. Lorsque les dettes commencent à s'accumuler, la pression devient écrasante. Les créanciers frappent à la porte, les ressources disparaissent, et les alliances politiques se fragilisent. Dans un monde féodal, une famille noble ruinée devient une proie. Les voisins attendent l'occasion d'acheter les terres. Les marchands refusent de prêter de l'argent. Et la réputation de la maison s'effondre. Dans ces moments-là, tout repose sur l'héritier. Mais dans l'histoire originale, Lloyd ne devient jamais l'homme dont sa famille aurait besoin. Et c'est précisément ce destin que Suho connaît. Parce qu'il a lu l'histoire, il connaît déjà la suite. Et il sait que rien ne change. Cette famille va disparaître. Son père et sa mère seront écrasés par les dettes. Le domaine sera perdu, et le nom Frontera deviendra un simple souvenir. Mais pour Suho, il y a quelque chose d'étrange dans cette situation. Parce que pour la première fois de sa vie, il se retrouve au milieu d'une famille. Un père, une mère, un foyer. Des gens qui, malgré leurs problèmes, semblent réellement se soucier de lui. Même si, dans leur esprit, il est simplement Lloyd. Et cette situation crée un paradoxe étrange. Lorsque Suho Kim, un homme qui n'a jamais vraiment eu de famille, vient de se réveiller au cœur d'une famille qui est sur le point de s'effondrer. Alors une question commence à apparaître dans son esprit. Une question simple, mais lourde de conséquences. Et si ce destin n'était pas immuable? Et si l'histoire pouvait être écrite? Après tout, Suho possède quelque chose que personne dans ce monde ne possède. Les connaissances d'un autre monde. La logique de l'ingénierie et surtout, la conscience de ce qui va arriver. Parce que lorsque vous connaissez déjà la fin de l'histoire, vous avez peut-être une chance de changer. Et pour la première fois depuis longtemps, Suho Kim va prendre une décision. Pas pour survivre, pas pour fuir, mais pour construire. Construire un avenir différent. Pour lui et pour sa nouvelle famille Frontera. Lorsqu'on parle de la famille, on pense souvent à quelque chose de simple. Des parents, des enfants, une maison, un lien qui semble naturel, presque automatique. Mais dans la réalité, les relations familiales sont rarement aussi simples. Et dans le cas de Lloyd Frontera, elles deviennent encore plus complexes.
Parce que pour Suo Kim, tout cela est nouveau. Pour la première fois depuis très longtemps, il se retrouve dans une maison qui ressemble réellement à une famille. Alors certes, c'est un domaine noble, des couloirs immenses, des domestiques, une grande table où on mange, mais surtout, deux personnes qui occupent une place particulière dans cette histoire. Le père et la mère de Lloyd Frontera. Harold Frontera et Ferris Frontera. Dans le roman original, ce ne sont pas des personnages malveillants, au contraire. Harold est considéré comme un homme honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un qui a toujours essayé de protéger sa famille et des habitants du domaine. Mais comme beaucoup de nobles dans ce monde, il est prisonnier d'un système qu'il ne contrôle pas totalement. Les dettes, les responsabilités, les attentes de la société, tout cela pèse sur lui. Et malgré ses efforts, il voit lentement la maison Frontera s'approcher du bord du précipice. Pour un père, c'est une situation particulièrement douloureuse, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent ou de terre, il s'agit de l'avenir de sa famille, de l'héritage qu'il laisse derrière lui. Et au centre de cet avenir se trouve son fils, Lloyd. Un fils qu'il ne comprend plus vraiment, un fils qui pendant longtemps a semblé incapable de prendre ses responsabilités. Mais Harold n'est pas un homme cruel. Il ne rejette pas son fils. Il espère simplement qu'un jour, Lloyd changera. Qu'un jour, il deviendra l'homme que la famille a besoin qu'il soit. Et puis il y a sa mère, Ferris. Dans beaucoup d'histoires de noblesse, les figures maternelles restent souvent en retrait. Mais Ferris est différente. Elle est chaleureuse, protectrice et sincèrement attachée à son fils. Même lorsque celui-ci se comporte comme un idiot, même lorsqu'il provoque les problèmes, elle continue de croire en lui. Parce que pour une mère, un enfant reste un enfant, peu importe ses erreurs. Et c'est précisément ce qui rend la situation si étrange pour Suo. Parce qu'à chaque fois qu'il croise le regard de Ferris, il voit quelque chose qu'il n'a pas connu depuis très longtemps. Une affection naturelle. Un attachement simple, l'amour d'une mère pour son fils. Mais ce fils n'est pas vraiment lui. Et cette réalité crée un malaise silencieux. Parce que Suo sait quelque chose que ses deux parents ignorent. Leur véritable fils n'est plus là. Lloyd Frontera a disparu. À sa place, il y a un étranger. Un étudiant fatigué venu d'un autre monde. Quelqu'un qui porte maintenant ce nom, mais qui ne partage pas leurs souvenirs, leur histoire, leur passé. Et pourtant, ces deux personnes continuent de le regarder avec espoir. Harold observe ses actions avec attention, et Ferris continue de lui parler avec douceur. Comme si malgré tout, il voulait croire que leur fils peut encore devenir quelqu'un de bien. Et pour Suo, cette situation est profondément perturbante, parce qu'il n'a jamais vraiment eu ce genre de relation. Dans son ancienne vie, les liens familiaux avaient disparu trop tôt, et les relations humaines étaient devenues pratiques, distantes. Mais ici, quelque chose de différent existe. Quelque chose qui ne peut pas être expliqué simplement par l'intérêt ou l'obligation. Un attachement qui lui est offert, sans condition. Et c'est précisément ce moment qui marque un tournant invisible dans son esprit. Parce que pour la première fois, Suo ne voit plus seulement cette famille comme une responsabilité, il commence à voir quelque chose d'autre, une possibilité. La possibilité que cette maison ne soit pas simplement un rôle à jouer, mais peut-être un endroit auquel il pourrait appartenir. Bien sûr, les choses ne sont pas encore aussi simples. Les dettes existent toujours, la réputation de Lloyd Frontera reste désastreuse, et beaucoup de gens dans ce monde continuent de le considérer comme un incapable. Mais au cœur de cette maison fragile, quelque chose commence lentement à changer. Parce que parfois, une famille ne commence pas par un choix. Elle commence simplement par une place que l'on nous donne. Une place que l'on reçoit. Et c'est seulement plus tard que l'on décide si cette place peut réellement devenir la nôtre. Une famille ne se résume pas toujours au sang. Parfois, elle commence par des rencontres, des alliances, des relations qui n'étaient pas prévues. Dans le cas du nouveau Lloyd, ces relations vont lentement transformer sa vie. Parce que même si Lloyd a reçu une famille, celle de ses parents, les personnes qui vont réellement changer son destin sont celles qui choisissent de rester à ses côtés. Et la première de ces personnes est quelqu'un qui, au départ, ne l'appréciait pas du tout. Un chevalier. Un prodige de l'épée. Son nom, Javier. Dans l'histoire originale du roman que Suo lisait, Javier était le personnage principal. Il était le véritable héros.
un orphelin, recueilli autrefois par la famille Frontera, alors qu'il mourait de faim dans la rue. Depuis ce jour, il avait juré de protéger cette famille. Et grâce à son talent exceptionnel pour l'épée, il était destiné à devenir l'un des plus grands maîtres épéistes du royaume. Mais malgré cette loyauté envers les Frontera, il détestait Lloyd. Parce que Lloyd, l'original, était exactement le genre de personne que Javier méprisait. Un noble arrogant, un homme qui gaspillait la fortune de sa famille, un héritier incapable de respecter les sacrifices des autres. Pour Javier, Lloyd représentait tout ce qui était injuste dans ce monde. Alors au début, il ne lui faisait pas confiance. Mais quelque chose change, lentement, presque imperceptiblement, parce que l'homme devant lui n'est plus vraiment le même. Au lieu de provoquer des problèmes, Lloyd commence à chercher des solutions. Au lieu de gaspiller de l'argent, il invente de nouvelles façons de développer le domaine. Et au lieu de traiter les autres avec arrogance, il commence à travailler avec eux. Pour Javier, ce changement est difficile à ignorer. Alors la méfiance se transforme peu à peu en respect. Puis le respect se transforme à son tour en une loyauté sincère. Pas une loyauté imposée par un titre, mais une loyauté choisie. Et sans vraiment s'en rendre compte, Javier devient bien plus qu'un simple chevalier. Il devient le compagnon de Lloyd. Son allié, son garde du corps, mais aussi son premier véritable ami, que ce soit dans ce monde ou celui d'avant. Et dans cette relation marque le début de quelque chose d'important, parce que c'est la première fois que quelqu'un choisit Lloyd, non pas pour son nom, mais pour ses actions. Mais Javier n'est pas le seul à rejoindre cette étrange aventure. Il y a aussi une créature, aussi inattendue qu'improbable, une petite invocation magique, un hamster. Son nom est Podong. Dans un monde rempli de monstres gigantesques, de dragons et de créatures terrifiantes, Podong semble presque ridicule. Mais comme beaucoup de choses dans cette histoire, les apparences sont trompeuses. Parce que ce petit hamster possède une capacité étrange. Avec certaines graines magiques, il peut devenir gigantesque. Assez grand pour déplacer des charges énormes. Assez puissant pour participer à des projets de construction impossibles. Et dans un récit où l'ingénierie devient une arme, Podong devient un allié inattendu. Mais plus que cela, il devient une présence constante. Un compagnon fidèle, une petite créature qui suit Lloyd partout. Comme si elle avait décidé, elle aussi, de rester à ses côtés. Et puis, il y a une dernière rencontre. Une rencontre beaucoup plus politique, beaucoup plus dangereuse, parce qu'elle concerne l'une des personnes les plus puissantes du royaume, la souveraine de Magenta, la reine Alicia Termina Magentanos. Contrairement aux autres, Alicia n'est pas simplement une alliée. C'est une dirigeante, une femme connue pour son intelligence, son autorité, et sa capacité à gouverner un royaume entier. Dans beaucoup d'histoires, la rencontre entre un noble ruiné et une reine puissante serait un moment de tension. Mais dans cette histoire, elle devient autre chose. Une relation basée sur le respect mutuel. Parce que Alicia comprend rapidement une chose. Lloyd de Frontera n'est pas un noble ordinaire. Il est un homme capable de résoudre des problèmes que personne d'autre ne sait résoudre. Et dans un royaume rempli de crises, ce genre de personnes deviennent extrêmement précieuses. Alors lentement, leurs intérêts commencent à s'aligner. La reine a besoin de quelqu'un capable de transformer les idées en projets réels. Et Lloyd a besoin d'un allié puissant, capable de protéger ses ambitions. Ainsi commence une alliance qui, avec le temps, deviendra bien plus que cela. Et si l'on observe ces relations, une chose devient évidente. Aucune de ces personnes n'était destinée à devenir proche de Lloyd. Un chevalier qui le déteste, un hamster magique improbable et une reine puissante. Et pourtant, tous vont finir par marcher dans la même direction. Parce que parfois, les liens les plus forts ne viennent pas de la naissance. Ils viennent des moments où des personnes décident de construire quelque chose ensemble. Et sans que Lloyd ne le réalise encore complètement, ces personnes sont en train de devenir sa véritable famille. Jusqu'ici, l'histoire que nous venons de suivre ensemble ressemble beaucoup à des récits de fantasy. Un autre monde, des royaumes, de la magie, mais si l'on enlève tous ces éléments, il reste quelque chose de beaucoup plus simple. Quelque chose que presque tout le monde connaît, la famille. Parce que dans la vie, il existe un lien que personne ne choisit vraiment. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas le nom que l'on porte, on ne choisit pas l'environnement dans lequel on est. Ces choses existent, avant même que l'on puisse parler, avant même que l'on puisse comprendre ce qu'elles signifient. Et pendant longtemps, elles deviennent simplement une partie de nous. Mais pour Kim, cette réalité a toujours été différente. Dans son ancienne vie, la famille avait disparu très tôt. Pas de maison où revenir, pas de parents pour l'attendre, pas de tradition à transmettre. Seulement une chose, la solitude. Une solitude qui devient presque une habitude. Lorsqu'on grandit seul, on apprend rapidement une règle simple.
ne pas dépendre des autres. Parce que dépendre des autres signifie aussi risquer de les perdre. Alors Suho a construit sa vie autrement. Par le travail, par l'effort, par la logique, des choses concrètes, des choses mesurables. Mais certainement pas des relations humaines. Et pourtant, dans ce nouveau monde, tout change. Parce que Suho ne se réveille pas simplement dans un autre corps, il se réveille dans une autre famille. Un père, une mère, un domaine entier qui porte son nom, et ces personnes le regardent comme leur fils. Même si lui sait qu'il ne l'est pas vraiment, pour Suho, cette situation est profondément étrange. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un attend quelque chose de lui. Pas en tant qu'étudiant, pas en tant que travailleur, mais en tant que fils. Harold attend de voir son héritier devenir responsable. Ferris continue de croire que son enfant peut changer, et tout un domaine dépend des décisions qu'il prendra. Tout cela lui est donné, sans qu'il ne l'ait demandé, sans qu'il ne l'ait choisi. Une famille, un rôle, un héritage. Et c'est là que quelque chose d'intéressant apparaît. Parce que dans notre monde aussi, beaucoup de gens vivent dans une situation similaire. Nous naissons dans une famille, avec ses propres valeurs, ses propres attentes et ses propres règles. Certaines familles attendent que leurs enfants reprennent une entreprise. D'autres attendent qu'ils les suivent dans une tradition, une carrière, un mode de vie particulier. Et parfois, ces attentes deviennent invisibles. Elles ne sont jamais clairement exprimées, mais elles existent quand même, dans les regards, dans les silences, dans les déceptions. Et avec le temps, beaucoup de personnes commencent à confondre deux choses, qui, elles, sont réelles, et qui leur famille espère qu'elles deviennent. Les psychologues parlent parfois d'identité héritée. Une identité que l'on reçoit, avant même d'avoir eu la possibilité de la construire. Et c'est exactement ce que Suho expérimente. Pour la première fois, il porte un nom qui n'est pas vraiment le sien, une histoire qu'il n'a pas vécue, des attentes qu'il n'a jamais choisies. Et pourtant, ce rôle commence lentement à façonner sa vie. Alors une question apparaît, une question simple, mais universelle. Est-ce que la famille que l'on reçoit doit forcément définir qui l'on devient, ou bien est-ce que les liens que l'on choisit plus tard peuvent parfois devenir encore plus importants? Si la famille que l'on reçoit est définie par la naissance, alors la famille que l'on choisit est définie par quelque chose de beaucoup plus rare, la volonté. Dans la vie, les relations les plus importantes ne sont pas toujours celles avec lesquelles on est. Parfois, elles apparaissent plus tard, que ce soit à l'école, au travail, ou même dans les moments difficiles. Des personnes que l'on n'était pas censé rencontrer finissent par devenir essentielles. Et la psychologie sociale s'est longuement intéressée à ce phénomène. Pourquoi certaines relations choisies deviennent-elles parfois plus fortes que les liens du sang? Une première réponse vient d'un concept appelé l'attachement volontaire. Contrairement à la famille biologique, les relations choisies reposent sur une décision répétée. Chaque jour, les deux personnes choisissent de rester. Et cette répétition crée une forme de confiance très particulière. Un exemple concret existe dans le monde militaire. Dans de nombreuses armées, les soldats développent souvent des liens extrêmement forts avec leurs compagnons d'unité. Parfois même plus forts que ceux qu'ils entretiennent avec leur propre famille. Pourquoi ? Parce que ces relations ne sont pas imposées, elles sont construites dans l'épreuve. Les soldats traversent les mêmes dangers, les mêmes peurs, les mêmes responsabilités. Et cette expérience partagée crée un sentiment d'appartenance extrêmement puissant. Un sentiment que beaucoup décrivent comme une fraternité choisie. On retrouve ce même phénomène dans la vie civile. Par exemple, chez les étudiants qui partent vivre à l'étranger. Lorsqu'un jeune quitte son pays pour étudier dans une autre culture, il se retrouve soudainement loin de sa famille. Dans cet environnement nouveau, les amitiés deviennent souvent beaucoup plus fortes, parce que ces relations remplacent temporairement la structure familiale. Les amis deviennent ceux avec qui l'on partage les repas, ceux qui nous aident dans les moments difficiles, ceux qui comprennent notre situation. Avec le temps, ces personnes deviennent parfois aussi importantes que la famille elle-même. Et c'est exactement ce qui commence à se produire autour de Suho Kim. Parce que les personnes qui l'entourent dans ce nouveau monde ne restent pas à ses côtés par obligation. Javier pourrait simplement partir. Il possède le talent nécessaire pour devenir un grand chevalier ailleurs. Il pourrait servir un roi, un duc, une famille plus riche, et il reste. Pas à cause du nom Frontera, mais parce qu'il reconnaît quelque chose chez Suho. Une détermination, une honnêteté dans l'action, et surtout, quelqu'un qui agit réellement pour améliorer la vie des autres. La relation entre eux n'est donc pas une relation imposée, elle est choisie. Et c'est précisément ce choix qui lui donne de la valeur. La même chose apparaît dans les autres alliances que Suho construit. Les personnes qui décident de travailler avec lui ne le font pas simplement parce qu'il est un noble, elles le font parce qu'elles voient les résultats de ses actions. Des terres qui deviennent plus prospères, des projets qui améliorent la vie des habitants, des décisions qui protègent ceux qui vivent sur le domaine, et petit à petit,
un phénomène très humain se produit. La loyauté. Pas la loyauté imposée par un titre, mais celle qui naît lorsque quelqu'un prouve qu'il le mérite, qu'il mérite la confiance des autres. Et dans beaucoup de cas, cette loyauté choisie devient incroyablement solide. Parce qu'elle n'existe pas à cause d'une obligation, elle existe parce que plusieurs personnes ont décidé de construire quelque chose ensemble. Et c'est peut-être là que se trouve la différence la plus importante entre ces deux formes de famille. La famille reçue nous donne une place, mais la famille choisie nous donne une direction. Elle se construit autour de valeurs partagées, autour d'objectifs communs, autour de la confiance, et parfois ces liens deviennent si forts qu'ils redéfinissent complètement ce que signifie appartenir à quelque chose. Alors la question devient encore plus intéressante. Si la famille que l'on reçoit nous donne une identité, que se passe-t-il lorsque la famille que l'on choisit commence à la transformer? Si la famille que l'on reçoit nous donne un point de départ, alors la famille que l'on choisit révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Elle révèle qui nous sommes vraiment. Parce que dans la vie, les personnes que nous décidons de garder près de nous ne sont jamais choisies au hasard. Elles reflètent nos valeurs, nos peurs et nos ambitions. Et parfois même, les parties de nous-mêmes que nous ne comprenons pas encore. La psychologie sociale s'intéresse beaucoup à ce phénomène. Pourquoi ? Parce que les relations humaines ne sont pas simplement des connexions émotionnelles. Elles deviennent progressivement des forces qui modifient notre comportement. Un exemple très concret de ce phénomène existe dans le monde universitaire. Dans les années 1960, un sociologue américain nommé Stanley Milgram a mené une série d'expériences sur l'influence sociale. Ces résultats ont montré quelque chose de surprenant. Les individus changent énormément leur comportement en fonction du groupe auquel ils appartiennent, même lorsque ce changement va à l'encontre de leurs valeurs initiales. Autrement dit, les personnes autour de nous ne se contentent pas d'accompagner nos vies, elles participent activement à la façon dont nous pensons, dont nous agissons, dont nous prenons nos décisions. Un exemple moderne très simple peut être observé dans les universités. Quand un étudiant arrive dans une nouvelle école, il ne possède encore aucun cercle social. Mais en quelques mois, il commence à adopter des habitudes du groupe qu'il fréquente. Si ses amis sont très travailleurs, il étudiera davantage. Si son cercle social valorise la fête et les sorties, son comportement changera dans cette direction. Et ce phénomène n'est pas limité à la jeunesse. Un jeune employé qui rejoint une entreprise ambitieuse commence souvent à travailler plus dur. Pas seulement pour réussir, mais parce que l'environnement autour de lui valorise cet effort. C'est ce que les sociologues appellent l'influence du groupe de référence. Les groupes qui deviennent progressivement nos modèles. Et lorsque l'on regarde l'évolution de Lloyd, ce phénomène devient très intéressant. Parce que dans sa vie passée, Suho vivait presque entièrement seul. Ses décisions étaient dictées par une logique très simple. Survivre, travailler, avancer. Mais dans ce nouveau monde, il se retrouve entouré de personnes qui agissent différemment. Des personnes qui croient en lui, des personnes qui attendent quelque chose de lui. Et petit à petit, cela change sa manière de penser. Parce que lorsque quelqu'un vous fait confiance, vous commencez souvent à vouloir être digne de cette confiance. C'est un phénomène très humain. Les psychologues appellent cela l'effet miroir social. Nous devenons progressivement la version de nous-mêmes que notre entourage semble percevoir. Un exemple très simple existe dans l'éducation. Lorsqu'un professeur répète régulièrement à un élève qu'il est capable de réussir, les performances de cet élève ont tendance à augmenter. Ce phénomène est appelé l'effet Pygmalion. L'attente positive d'une autre personne influence réellement nos capacités. Et lorsque l'on observe les relations que Lloyd construit, on voit exactement ce mécanisme à l'œuvre. Les personnes qui l'entourent commencent à croire en sa vision, à croire en ses projets. Et cette confiance collective crée quelque chose de très puissant. Une communauté, pas une communauté imposée par la naissance justement, mais une communauté construite par des décisions. Et cette différence change tout. Parce que lorsque les relations sont choisies, elles deviennent souvent des moteurs de transformation. Les amis nous influencent, les partenaires nous inspirent, les alliés nous poussent à devenir meilleurs. Et parfois, ces relations nous permettent de devenir une personne que nous n'aurions jamais imaginé d'être. Alors une question encore plus profonde apparaît. Si les personnes qui nous entourent façonnent réellement notre identité, alors qui serions-nous devenus si nous avions rencontré des personnes différentes ? Depuis le début de cette histoire, nous avons observé quelque chose de très particulier. Un homme qui arrive dans un monde qui n'est pas le sien. Un homme qui reçoit une identité qu'il n'a jamais demandée. Un nom, un rôle, une famille. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce n'est pas ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il devient. Parce que dans la vraie vie, l'identité n'est presque jamais une chose fixe. Elle évolue. Elle se transforme. Et très souvent, ce sont les personnes autour de nous qui déclenchent cette transformation. La sociologie et la psychologie ont étudié ce phénomène pendant des décennies.
Et une expérience particulière a marqué l'histoire de la psychologie moderne. En 1971, le psychologue Philippe Zimbardo lance une expérience devenue célèbre, le Stanford Prison Experiment. Le principe est simple, des étudiants volontaires sont séparés en deux groupes. Certains deviennent des gardiens, les autres deviennent des prisonniers. Mais voici ce qui est fascinant. Aucun de ces étudiants n'est réellement un gardien. Aucun n'est réellement un prisonnier. Ils jouent simplement un rôle. Et pourtant, en seulement quelques jours, leur comportement change complètement. Les gardiens deviennent autoritaires. Et les prisonniers deviennent soumis. Pourquoi ? Parce que l'environnement social dans lequel ils se trouvent modifie progressivement leur perception d'eux-mêmes. Autrement dit, l'identité n'est pas seulement ce que nous pensons être, elle est aussi façonnée par les rôles que nous jouons et par les groupes auxquels nous appartenons. Et lorsque l'on observe l'évolution de Suho Kim, on retrouve un phénomène très similaire. Au départ, Suho ne cherche pas à devenir un grand dirigeant, il cherche simplement à survivre, à éviter l'effondrement d'un domaine, à résoudre des problèmes pratiques. Mais les personnes autour de lui commencent progressivement à le voir autrement, comme un leader, comme un stratège, quelqu'un capable de transformer une situation désespérée. Et cette perception collective finit par produire un effet inattendu. Suho commence lui-même à agir comme cette personne, non pas parce qu'il a décidé de jouer un rôle, mais parce que les attentes du groupe modifient progressivement son comportement. C'est un phénomène que l'on peut observer dans la vie réelle. Prenons l'exemple d'un jeune employé qui obtient soudainement un poste à responsabilité. Au début, il peut se sentir illégitime, pas encore prêt, pas encore compétent. Mais les personnes autour de lui commencent à lui faire confiance. Ses collègues attendent des décisions, ses supérieurs attendent des résultats. Et petit à petit, ce rôle devient une réalité. L'individu finit par adopter les comportements associés à sa nouvelle position. Pas parce qu'il était destiné à devenir cette personne, mais parce que l'environnement social l'a poussé à évoluer. Et c'est exactement ce qui arrive à Suho. Les relations qu'il construit, les personnes qui croient en lui, la responsabilité qu'il accepte. Tout cela finit par transformer profondément son identité. Et c'est peut-être là que se trouve l'idée la plus intéressante de toute cette histoire. Nous pensons souvent que notre identité est quelque chose de personnel, quelque chose que nous construisons seuls. Mais en réalité, une grande partie de ce que nous devenons dépend des personnes que nous rencontrons, des groupes que nous rejoignons, des relations que nous décidons de garder dans notre vie. Alors la question devient presque inévitable. Si nos relations façonnent réellement notre identité, est-ce que la personne que nous sommes aujourd'hui est vraiment celle que nous aurions été si nous avions grandi entourés de personnes différentes? Lorsqu'on regarde une histoire comme celle de Suho Kim, il est facile de croire que ce récit parle simplement d'un autre monde. Un monde de nobles, de royaumes, de magie. Mais en réalité, ce genre d'histoire fonctionne pour une raison beaucoup plus simple, parce qu'elle parle de quelque chose que nous vivons tous, les relations. Depuis le début de cette réflexion, une idée revient constamment. Il existe deux types de liens dans la vie. Ceux que l'on reçoit à la naissance et ceux que l'on choisit. Ceux qui apparaissent à la naissance, une famille, un nom, un environnement, ils forment notre point de départ. Ils façonnent nos premières valeurs, nos premières habitudes, nos premières peurs. Mais à mesure que nous grandissons, une autre forme de lien apparaît. Des relations qui ne sont plus imposées par le hasard, mais construites par des décisions. Les amis que l'on garde, les personnes avec qui l'on décide de travailler, les partenaires avec qui on construit une vie. Et ces relations ont quelque chose de particulier. Elles sont fragiles, parce qu'à tout moment, elles pourraient simplement disparaître. Parce que personne n'est obligé de rester, personne n'est obligé de continuer. Et pourtant, certaines personnes restent, encore et encore. Et c'est peut-être là que réside la vraie valeur de ces liens. Parce qu'il existe malgré tout la possibilité de partir, il existe parce que quelqu'un décide volontairement de rester dans notre vie. Et si l'on pousse cette idée un peu plus loin, elle devient presque vertigineuse. Parce que cela signifie que notre identité, la personne que nous sommes aujourd'hui, est en fait le résultat de cette décision. Les personnes que nous gardons près de nous, les personnes que nous écoutons, les personnes à qui nous faisons confiance. Alors peut-être que la vraie question n'est pas simplement « quelle est la famille dans laquelle je suis né ?», mais plutôt « qui ai-je décidé d'appeler ma famille ?» Qui sont les personnes qui vous laissent influencer votre vie? Qui sont ces personnes dont l'opinion compte vraiment pour vous? Et surtout, si vous regardez les personnes qui vous entourent aujourd'hui, est-ce qu'elles vous rapprochent de la personne que vous voulez devenir? Parce que parfois, les relations que nous gardons par habitude ne sont pas forcément celles qui nous font grandir. Et parfois, les relations que nous choisissons consciemment deviennent celles qui changent toute une vie. Alors peut-être que la vraie richesse d'une existence, ce n'est pas simplement d'avoir une famille, mais de construire autour de soi un cercle de personnes qui choisissent de marcher dans la même direction que nous. Et au fond, si vous regardez votre propre vie aujourd'hui, la question devient simple. Qui sont les personnes que vous choisissez réellement de garder à vos côtés ?